Bonjour et bienvenue dans ce cours. Donc, première partie du cours sur l'éthique du travail des étudiants, intitulé Le tramway fou. Et ça n'est pas seulement en raison de l'image que vous voyez à l'écran, image que j'ai produite grâce à la complicité bienveillante de l'intelligence artificielle Midjourney, comme d'autres images que vous verrez dans ces cours enregistrés. Donc cette première partie du cours est destinée à vous faire vivre de façon virtuelle, mais tout de même, plusieurs expériences que l'on dit de philosophie morale et qui vous permettront d'expérimenter des situations relatives à des décisions assez complexes et difficiles à prendre et qui sont de bons supports de réflexion pour comprendre ce qu'est l'éthique et ce que sont les démarches éthiques. Alors voilà une première situation, hein, dont vous comprenez ce schéma. Deux voitures sur une route. Bon, certains d'entre vous, je suppose, ont le permis de conduire et peut-être une voiture. Donc ce sont des situations que vous avez déjà vécues ou que vous êtes susceptible de vivre, que vous soyez dans le véhicule A en bas qui se déplace de la gauche vers la droite ou dans le véhicule B dans sur l'autre voie et qui circule dans l'autre sens. Et vous voyez que la voie empruntée par la voiture B, eh bien, la voie a un rétrécissement. Et eh bien, voilà, je ne sais pas ce que vous allez faire, ce que vous feriez. Je vous propose de vous imaginer, d'une part, au volant du véhicule A, et vous demander que dois-je faire, et d'autre part, au volant du véhicule B, et de vous demander la même chose, que dois-je faire. Je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir, et ensuite je commenterai la situation. Bon, c'est une situation assez simple. Et ce qui se passe généralement dans cette situation, ce qu'on observe généralement, ce qu'indique le permis de conduire, c'est que le véhicule A, qui n'a aucun obstacle sur sa voie, à condition d'être prudent et de conserver un œil en coin sur le véhicule B, poursuit sa route et maintient sa vitesse. Le véhicule B, du moins le conducteur bien sûr du véhicule B, lui, et par raison et par obligation au sens du respect du code de la route, doit ralentir pour laisser passer sur l'autre voie le véhicule A sans le gêner. Donc il ralentit, il freine, d'où les phares, les feux de frein qui sont allumés. Qu'est-ce qui se joue là dans la prise de décision? Quels sont les ressorts de cette prise de décision d'une situation simple, je dis, en tout cas apparemment simple, pour A, le conducteur A, comme pour B, le conducteur B. Donc je l'ai déjà dit, A maintient sa vitesse, la vitesse de son véhicule bien sûr, et B, lui ralentit, et il doit apprécier finalement la position du véhicule A pour ralentir, voire s'arrêter, s'il est nécessaire de le faire pour laisser passer la voiture A. Dans les deux cas, enfin pour l'un comme pour l'autre, il s'agit simplement du respect du code de la route. Et finalement, le code de la route qui est quoi? Qui est la transposition réglementaire, le code de la route est un règlement, d'une loi, de plusieurs lois en réalité sur le transport et la sécurité routière. Donc ça, c'est apparemment simple. On peut se poser la question, je reviendrai sur l'apparente simplicité plus tard, on peut se poser la question si au lieu d'avoir des véhicules je dirais à l'ancienne, enfin d'aujourd'hui, avec des conducteurs humains, nous avions à la place deux voitures, des VCA, des véhicules à conduite automatisée. On dit parfois un véhicule autonome. Donc il y a peut-être des passagers à l'intérieur, mais il n'y a pas de conducteur. Que se passerait-il? Eh bien, ce qui se passerait probablement, c'est la même chose. La décision ne serait pas humaine, mais la situation est tout aussi simple. Le véhicule A, et là c'est bien de lui dont il s'agit et non pas de son conducteur, maintient sa vitesse. Le véhicule B ralentit ou s'arrête si nécessaire. Pourquoi? Bien parce que les algorithmes du véhicule A, comme ceux du véhicule B, peut-être les mêmes d'ailleurs, intègrent les règles formelles du code de la route. Pour le véhicule A, c'est détection de l'autre véhicule et calcul de la trajectoire de l'autre véhicule, et de la sienne aussi. Détection d'un éventuel obstacle, il
il n'y en a pas pour le A, et donc maintien de la vitesse puisqu'il n'y a pas d'obstacle. Pour le véhicule B, celui qui vient de la droite, détection de l'autre véhicule, calcul de sa trajectoire, et puis évidemment détection de l'obstacle, et donc modulation de la vitesse selon la règle du code de la route pour laisser passer sans le gêner le véhicule A. Et alors ça peut être un petit peu plus sophistiqué, parce que si les deux véhicules fonctionnent en réseau, ce que l'on peut imaginer, ils vont non seulement appliquer les règles, mais en plus ils vont optimiser leur croisement en adaptant la vitesse des deux selon le code de la route, mais pour que l'ajustement soit au profit des deux véhicules. Ça semble simple aussi. Pourtant, ce problème-là à résoudre, ce croisement, est peut-être un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît, et la prise de décision est peut-être plus compliquée, complexe et compliquée que ce que je viens de décrire et ce peut-être à quoi vous avez pensé. Pourquoi? Parce que la situation elle-même n'est peut-être pas aussi simple. Par exemple, les capacités des conducteurs, si on reprend l'exemple des voitures avec des conducteurs humains, les capacités des conducteurs, le A comme le B, peuvent être altérées. Par exemple, le conducteur du véhicule B a un rendez-vous extrêmement important auquel il ne peut pas déroger. Je ne sais pas, parce que sa banque va fermer, parce que son employeur le réclame, parce que l'amour de sa vie a besoin de lui. Je ne sais pour quelle raison. En tout cas, c'est existentiel. Et peut-être que cette raison existentielle, en tout cas pensée comme telle par lui, va faire en sorte que ses capacités et son comportement seraient altérés et qu'il serait par exemple enclin à prendre plus de risques qu'il n'en prendrait s'il n'avait pas ces circonstances-là. Alors, on peut aussi on peut aussi penser, autre hypothèse, B, non seulement il est pressé, mais en plus c'est un trompe-la-mort, son bolide, on ne le voyait pas, c'est une sorte de voiture de course, une supercar, une hypercar, et il pense peut-être qu'avec sa capacité de conduite sportive et les capacités sportives de son véhicule, il peut peut-être réussir à passer l'obstacle avant même que le véhicule A ne soit arrivé à la hauteur de l'obstacle. Et puis il y a des hypothèses encore différentes, toutes pouvant se cumuler, bien évidemment. Le conducteur du véhicule B est très fatigué, il a travaillé toute la journée, il s'est levé très très tôt, il tombe de sommeil et finalement ses capacités sont un peu émoussées de perception, de raisonnement, de prise de décision par sa fatigue. Ça, c'est une altération des capacités de décision, de compréhension de la situation et de décision du conducteur B ou du conducteur A, bien évidemment. Mais le contexte, lui aussi, indépendamment des conducteurs, peut ajouter de la complexité. Par exemple, ça n'était pas prévu, ça n'était pas annoncé, il n'y en avait pas avant. Et au moment où ils se croisent, alors qu'il y a un obstacle sur le bord de la chaussée, en tout cas de la voie du véhicule B, une nappe de brouillard est là qui finalement gêne la visibilité, qui diminue la visibilité. Ou bien, raison inverse, mais conséquence analogue, au contraire, c'est une belle soirée, et comme c'est la soirée, le soleil est bas sur l'horizon, et il est dans l'axe de conduite du conducteur de la voiture B, qui lui ne voit pas grand-chose, alors que le conducteur A, lui, voit toute la situation assez clairement, et donc cela peut conduire B à ne pas voir l'obstacle et à se conduire et à conduire comme s'il n'y avait pas d'obstacle. Ce qui peut le conduire à faire quoi? Bien, soit à percuter l'obstacle, soit à percuter la voiture A en évitant l'obstacle au dernier moment par un mouvement réflexe et un changement de trajectoire de dernier instant. Et puis on peut imaginer, on peut multiplier bien sûr les perturbations de contexte, par exemple une voiture est passée 5 minutes avant, elle avait une sorte de panne qui lui fait qu'elle a perdu de l'huile sur la voie, on ne la voit pas cette huile, mais quand on arrive à cet endroit-là, ça glisse et on peut de cette façon-là percuter la voiture qui vient en face parce qu'on a perdu le contrôle de sa voiture en freinant par exemple. Ou bien, totalement indépendant, et ça c'est un vrai problème éthique aussi, d'un seul coup un chevreuil traverse. Je reviendrai à ce chevreuil tout à l'heure, mais d'un seul coup un chevreuil traverse, et que décide-t-on quand le chevreuil traverse au dernier moment? Est-ce qu'on décide de percuter le chevreuil? Est-ce qu'on décide de freiner? Est-ce qu'on décide de détourner sa voiture pour éviter le chevreuil? Tout ça pouvant évidemment conduire à rien du tout, tout se passe bien, ou à un accident, soit pour soi et le véhicule qui vient en sens inverse. Donc,
Pour les hommes, pour les conducteurs humains comme pour les logiciels des véhicules à conduite automatisée, la prise de décision est peut-être plus complexe que la situation ne laisse penser en première lecture. Elle pose la question du respect des règles dans le cadre de situations normales, celles-ci pouvant être, alors a priori, les véhicules à conduite automatisée respectent plus systématiquement les règles que les conducteurs humains, enfin, du moins que certains des conducteurs humains. Donc, quand la situation est nominale, je dirais, l'application des règles sont assez simples, leur application également. C'est différent, évidemment, quand les conditions sont anormales. Et là, dans les conditions anormales, il y a, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a d'abord la compréhension de la situation, l'identification, la sélection des informations pertinentes pour se représenter la situation, qui est assez complexe, hein, se représenter la voie, les obstacles, la trajectoire de son véhicule, de celui d'en face, la trajectoire possible dans le futur de son véhicule, si l'on freine un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Même chose pour le véhicule d'en face. Que se passerait-il si on changeait de trajectoire, etc. Donc il y a des éléments de représentation de la situation qui sont finalement très compliqués, très complexes, hein, et qui demandent beaucoup de capacités cognitives. Et puis ça s'accroît encore si des éléments perturbateurs viennent compliquer encore plus la situation. Par exemple, le chevreuil qui traverse, parce que là, il y a un autre type de décision à prendre qui est dans la gradation de l'acceptabilité de ce qui va se produire. Alors, est-ce qu'il vaut mieux, dans la mesure où on n'est plus capable de freiner pour éviter l'obstacle, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Et qu'en plus, le chevreuil déboule du fourré qui borde ou de la forêt qui borde la route, que doit-on faire? Percuter l'obstacle. Et là, évidemment, les conséquences seront sur son propre véhicule, soi-même et ses passagers si on en a. Se détourner pour éviter le chevreuil et percuter la voiture d'en face. Percuter le chevreuil. Et là se pose la question de la prise en compte de ces éléments dans la décision que l'on va appliquer. Ce qui pose le problème et la question de ce qu'on appelle la valence éthique, c'est-à-dire la hiérarchie que l'on attribue aux différents scénarios que l'on envisage comme possibles. Et donc, pour le dire de façon plus simple, je suis le conducteur de la voiture B, ma représentation, ma connaissance de la situation me font dire que je ne vais pas pouvoir m'arrêter avant l'obstacle, je ne vais pas pouvoir ralentir assez pour laisser passer la voiture d'en face et pour ne pas percuter le chevreuil. Donc, j'ai plusieurs scénarios, je les ai listés tout à l'heure, et je vais les hiérarchiser en fonction des valeurs que j'attribue à chacun des scénarios, aux conséquences de chacun des scénarios. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est moins grave? Qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce qui est moins préférable? Est-ce qu'il est préférable de me blesser moi-même et d'abîmer ma voiture? Est-ce qu'il est préférable de tuer le chevreuil? Ou de... Qu'est-ce qui est plus important? Ma voiture ou le chevreuil? La voiture d'en face ou la mienne? La vie du chevreuil ou celle du conducteur de la voiture d'en face, etc. Ça s'appelle la valence éthique. Et quand on doit faire des choix, quand on prend des décisions dans des situations complexes où la réponse ne peut pas être simplement déduite de l'application d'une règle simple, eh bien là on se retrouve dans une démarche où se joue un choix éthique et on fait entrer en ligne de compte un certain nombre de valeurs et de hiérarchies dans les valeurs qui guident nos décisions et nos actions. C'est la valence éthique. Donc la prise en compte de tous ces éléments dans les processus décisionnels de l'humain, mais aussi bien sûr de la voiture quand le système de décision est artificiel, relève de l'éthique. Dans un cas, c'est l'éthique humaine, dans un autre cas, c'est ce qu'on appelle l'éthique by design, c'est l'éthique intégrée au fonctionnement du système que l'on utilise. Donc voilà les principes de base illustrés par cette première mise en situation pour essayer de rendre cela plus concret, même si tout cela va rester virtuel dans le cadre de ce cours, mais je vais vous proposer plusieurs autres situations qui fonctionnent exactement de la même façon. Et en particulier ce que l'on appelle le dilemme du tramway, qui est à la fois une recherche sur l'éthique et sur la philosophie morale, et à la fois un site là qui a été développé par Radio-Canada, dont je reprends, j'ai un petit peu modifié
certaines images, certains résultats, parce que le site de Radio-Canada présente des situations, demande aux utilisateurs du site de se positionner par rapport à différents scénarios possibles, enregistre ces données, ce qui permet à ce site de produire des statistiques sur ce que font, ce que pensent faire, enfin devoir faire ceux qui ont répondu à ce site, qui ont utilisé ce site et qui s'imaginent dans les situations décrites. Première situation, donc c'est le tramway fou, donc c'est schématique comme vous le voyez. Le tramway est en haut, bien sûr. Hein, le tramway, c'est bien sûr le véhicule rouge que l'on voit sur les voies, vu du dessus. Il est fou au sens où il avance et son conducteur n'est pas en situation de l'arrêter parce qu'il y a une panne générale. Il ne peut pas réduire la vitesse par le moteur et il ne peut pas actionner les freins. Et donc ce tramway va à sa façon et à sa vitesse sans pouvoir être contrôlé. Il est hors de contrôle. Et il est installé sur une voie qui va tout droit, du haut de l'écran vers le bas de l'écran, et se trouve sur cette voie qui regarde de l'autre côté et qui ne... 5 personnes qui n'ont pas entendu le tramway arriver. Ceci dit, en ville, ça peut arriver. Hein. Tramway en ville, électrique, on les entend peu, et on peut se retrouver sur les voies devant le tramway en regardant en sens inverse et sans vraiment s'en rendre compte. C'est ce que simule, c'est ce que présente cette activité. Mais à l'endroit où se trouve le tramway, il y a une bifurcation, un aiguillage. Et sur l'autre voie, celle que, a priori, le tramway ne doit pas prendre, n'a pas prévu de prendre, il n'y a pas 5 personnes, mais il y a une personne. Et cette personne, de la même façon que les 5 autres, ne regarde pas dans la direction du tramway et ne l'entend pas, ne le voit pas arriver. Et puis, il y a un aiguilleur à l'ancienne, vous voyez en haut à gauche du tramway, qu'il tient en ses mains le levier qui permet d'actionner l'aiguillage et de détourner le tramway de la voie qui va tout droit et qui ferait, s'il la suivait, qu'il écraserait 5 personnes, vers la voie qui n'a qu'une seule personne et qui sera écrasée si l'aiguilleur réaiguille le tramway dans cette voie-là. Et la question que je vous pose, c'est faites un peu d'introspection, mettez-vous à la place de l'aiguilleur, imaginez-vous à la place de l'aiguilleur qui voit très bien la situation et qui doit prendre la décision et l'exécuter. Est-ce que je manœuvre l'aiguillage, je détourne le tramway et une seule personne sera tuée? Ou est-ce que je laisse la situation se dérouler comme il était prévu qu'elle se déroule? Le tramway ira donc tout droit et 5 personnes sont tuées. Alors si vous avez réussi cet effort qui consiste à se mettre à la place d'eux et à s'imaginer dans la situation réelle décrite par ce schéma, eh bien, vous savez que c'est une décision difficile. Cette décision, elle repose sur d'abord une bonne représentation de la situation. Pour ça, il faut avoir les capacités de se représenter ce qui va se passer. Un peu comme, tout à fait comme la situation tout à l'heure décrite avec les deux automobiles. Et ensuite, il ne suffit pas de comprendre la situation, il ne suffit pas d'imaginer les deux scénarios, faut-il encore choisir celui que l'on va actionner. Actionner n'est peut-être pas le bon mot, parce que dans un cas, on n'actionne rien du tout, on laisse la situation se faire, et de cette façon-là, on peut avoir l'impression que sa responsabilité n'est pas engagée ou est peu engagée. Si vous manœuvrez l'aiguillage, une personne seulement sera tuée, mais c'est vous qui l'aurez tué. Alors que si vous laissez les choses se faire, vous regretterez peut-être après de n'avoir rien fait, mais en tout cas, vous pourrez vous dire, moi je n'ai rien fait, je n'ai tué personne. C'est quand même assez dramatique hein, comme situation. Et donc voilà les résultats, les statistiques de résultats en ayant des centaines et des centaines de personnes qui ont répondu à cette même situation comme vous, au travers, comme je disais tout à l'heure, du site web de Radio-Canada. Eh bien, 85,5% de ceux qui ont répondu à la question ont manœuvré l'aiguillage, détourné le tramway et tué une personne, plutôt que de laisser tuer 5 personnes. Mais quand même, 14% et demi n'ont pas changé de voie, en tout cas n'ont pas changé l'aiguillage et le tramway n'a pas changé de voie. Et
donc 5 personnes sont mortes. Mais, mais l'écuyère n'a rien fait. Donc, vous voyez déjà, avec une situation assez simple, où les deux scénarios sont très contrastés, où 5 pour 1 et 5, on ne sait pas qui sont ces personnes. Mais ces 6 personnes sont les mêmes 6 personnes, le même type de personnes. Ouais, bon, pas la même couleur de cheveux, pas la même couleur de vêtements, mais sont les mêmes. Vous voyez déjà, ça n'est pas si simple, et certains, alors on pourrait peut-être dire, peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage, ou en tout cas, la décision qu'ils ont prise est, 14,5% d'entre eux, de ne rien faire. Alors on va compliquer un peu, ça c'était une sorte de mise en jambe, c'est presque le même scénario, mais il n'y a qu'une voie, cette fois-ci. Il n'y a qu'une voie, le tramway est toujours aussi fou, il ne peut toujours pas ralentir. Il y a toujours 5 personnes sur la voie. Ces 5 personnes sont toujours dans une situation qui ne leur permet pas ni d'entendre ni de voir le tramway. Donc, quand elles l'entendront, quand elles le verront peut-être, ce sera trop tard. Elles se feront renverser, écraser par le tramway. Il n'y a plus d'aiguillage cette fois-ci, il n'y a plus d'aiguilleur. Mais il y a quand même la même personne qui est là, avec en vert, habillée en vert, qui est accompagnée d'une autre personne dont on peut dire qu'elle est, comment dire, imposante. Et ce que peut penser, ce que c'est même, la personne en vert, c'est que si elle pousse la personne en rouge sur la voie, alors ça va peut-être pas suffire à arrêter le tramway. Ce qui est sûr, c'est que la personne en rouge a de fortes chances d'y laisser sa peau. En revanche, il va crier et les 5 autres vont avoir le temps de s'échapper. Et donc la question est la même que celle de tout à l'heure ou presque. Vous êtes la personne en vert. Vous avez bien en tête les 2 scénarios possibles. Épargner 4 vies ou non, mais pour épargner 4 vies, l'engagement est fort. Il faut que vous poussiez vous-même la personne qui va mourir sous vos yeux. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, vous allez le voir, les résultats changent évidemment. Alors, même type de statistiques. Cette fois-ci, ce n'est pas plus de 85% de personnes qui actionnent le levier de l'aiguillage. Ce sont seulement 40%, un peu moins de 40% de personnes qui pensent qu'elles auraient poussé l'homme sur la voie si elles avaient été en situation réelle. Alors on sait en plus que les pourcentages ici sont très indicatifs. Alors ils reposent sur un très très grand nombre de réponses, mais ils sont très indicatifs parce que il est très difficile de se mettre véritablement à la place de la personne en vert et de ressentir toute la charge émotionnelle, dramatique de la situation. Donc on peut avoir un équilibre un peu différent entre le raisonnement et la décision. Mais tout de même, il n'y a plus que 40% qui poussent l'homme sur la voie. Quatrième situation, on change de véhicule. C'est à peu près le même scénario, vous voyez. Enfin, c'est le même genre de scénario. Cette fois-ci, c'est sur une route. Alors, la route est bordée de murs qui ne permettent pas à la voiture de s'échapper de la route. Vous voyez son sens de circulation vers le bas. En plus, elle est pressée, c'est une ambulance. Et il y a du monde sur la voie. Il y a des piétons, et là encore, une fois, les piétons ne l'entendent pas. En plus, la voiture roule très vite. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas freiner, mais elle est beaucoup trop près au moment où se présentent ces obstacles sur la voie. C'est 2 personnes sur une voie et une autre sur la deuxième voie. Et il va falloir prendre une décision. Alors bon, vous voyez que pour une sorte de commodité graphique, le véhicule roule à gauche. Donc bon, imaginons qu'on est dans un pays, il n'y en a pas beaucoup, où les voitures roulent à gauche. Elle est sur la voie ordinaire, la voie que lui indique le code de la route. Alors, si elle respecte le code de la route, elle va freiner. C'est trop tard, elle va percuter les 2 personnes qui sont devant elle et qui, encore une fois, comme les autres tout à l'heure, n'entendent rien du tout, ne voient rien du tout. Mais sur l'autre voie, il n'y a qu'une seule personne. Alors la différence, c'est que la personne qui est sur l'autre voie, qui ne pourra pas bouger non plus, pour d'autres raisons, parce qu'elle est enceinte, elle est moins mobile. Donc vous voyez le dilemme. De toute façon, on ne va pas pouvoir s'arrêter. Donc soit je change de trajectoire, je ne tue qu'une personne, soit je reste sur ma trajectoire et j'en écrase 2. Si j'en tue qu'une, en revanche, c'est une femme enceinte. Et dans l'autre cas, on ne sait pas qui, disons n'importe quel âge, n'importe quelle personne.
Alors c'est pareil, imaginez-vous à la place du conducteur dans l'ambulance. Que faites-vous? Tout ça se passant avec la pression du réel, avec la temporalité aussi du réel. Alors je ne sais pas ce que vous feriez. Euh, Moi j'ai joué bien sûr à ces différents scénarios. Pour savoir ce que je ferais, je ne vais pas vous donner ma position personnelle, mais simplement vous dire que je sens que c'est pas facile. Voilà ce qui se passe. Il y en a que, encore moins donc, que 26,7% qui changent de voix. Et il renverse la personne enceinte, la femme enceinte. Et les autres ne changent pas de voie, écrasent les deux personnes qui traversent, ou en tout cas qui stationnent sur la voie sur laquelle se trouve la voiture. Vous voyez, la décision a été encore plus difficile, et le pourcentage de personnes ayant pris la décision de changer l'ordre normal des choses pour amoindrir peut-être l'impact, la conséquence de ces actes a varié, a diminué. Et pourquoi ça a diminué? Eh bien, pour des raisons, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure de la valence éthique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénarios, et à chaque scénario, on attribue une valeur. Plutôt, on positionne ce scénario, ces scénarios, par rapport à nos valeurs. Et les valeurs humaines, on dit que la valeur cardinale, la valeur humaine cardinale, c'est le respect de la vie. Je pense que c'est ce qu'on dit, parce que c'est pas nécessairement ce qu'on voit toujours au travers du monde aujourd'hui, mais ni hier ni probablement demain. Mais en tout cas, s'il y a une valeur qui est hiérarchiquement supérieure aux autres, au sens où on l'actionne en premier, c'est probablement celle-là. Mais ensuite, évidemment, elle se décline. C'est la vie humaine, et quelle vie humaine? Et donc, c'est donc cette idée de valence éthique. J'y reviendrai avec une dernière mise en situation. Mais c'est la même idée, hein, c'est juste pour que vous essayiez vous-même de hiérarchiser vos valeurs et d'apprécier la valence éthique des différentes situations et des différents scénarios que je vous propose, enfin en tout cas qui sont possibles dans les situations que je vous propose. Donc là, vous voyez, c'est encore un petit peu plus compliqué. Bon, c'est la même ambulance, elle a toujours autant de problèmes pour s'arrêter parce qu'elle roule vraiment très vite et vraiment arrive devant elle eh bien, des personnes qui sont trois enfants qui, devant une école, traversent la route. Le feu rouge là que l'on voit, c'est pas le feu rouge pour l'ambulance, hein, c'est le feu rouge pour les piétons. Donc, vous voyez, il y a un piéton qui s'est arrêté sur une zone protégée et qui s'est arrêté parce qu'il a vu le feu rouge piéton et qu'il n'a pas traversé, il a respecté le code. Et puis il y en a deux qui sont un peu plus pressés, eux, eh ben, ils n'ont pas respecté le feu rouge et ils traversent. Et vous voyez l'inversion des valeurs, hein, puisque pour l'ambulance, soit elle ne change pas de voie et elle écrase les deux piétons qui n'ont pas respecté la règle, soit elle change de voie, elle n'écrase qu'un piéton et lui qui avait respecté la règle. Que feriez-vous? Alors voilà les réponses enregistrées sur le site de Radio-Canada. Vous voyez, les données évoluent toujours dans la même direction. 84,3% des conducteurs, enfin de ceux qui se sont mis à la place du conducteur de l'ambulance, n'ont pas changé de voie, et seuls 15,7% ont changé. Là encore, c'est la valence éthique qui a joué dans la prise de décision. Et pour terminer cette mise en situation, cette première partie du cours de mise en situation, une petite carte sommaire, comme vous le voyez, et qui montre quelque chose qui est assez passionnant et qui est assez inquiétant parfois aussi, enfin en tout cas qui peut remettre en cause quelques certitudes. C'est une cartographie de la dimension culturelle de la valence éthique. C'est-à-dire que la hiérarchie générale des valeurs liées à la vie humaine sont à peu près les mêmes, la hiérarchie, dans l'ordre quoi, quelle que soit la culture, quelle que soit la région du monde. Bon, par exemple, la valeur accordée à la vie humaine est, alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour toutes les personnes, mais c'est vrai globalement dans ces aires culturelles, est plus importante
la valeur accordée à la vie humaine est plus importante que la valeur accordée à la vie animale. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui pensent le contraire, mais enfin, en tout cas, en moyenne, c'est le cas pour tous. De même, dans la hiérarchie des valeurs, on accorde une valeur plus importante à la vie des enfants que des adultes que les personnes âgées. On accorde une valeur plus importante à la vie, par exemple dans l'exemple de tout à l'heure, des femmes enceintes que de celles qui ne le sont pas, etc., etc. Donc il y a une hiérarchie des valeurs qui est commune en moyenne à toutes les régions du monde. En revanche, elle ne se positionne pas tout à fait pareil. C'est-à-dire la différence d'intensité, en quelque sorte, entre la valeur accordée à chacun de ces éléments n'est pas tout à fait la même dans chacun des pays. Par exemple, c'est très visible sur la valeur accordée à la vie animale. Alors moi, j'en ai fait l'expérience. Je vous raconte une anecdote pour terminer ce cours. Il y a quelques années, j'accueillais un collègue péruvien pour travailler ici au laboratoire Techné et non seulement c'était un collègue mais c'était aussi un ami, donc je l'accueillais à la maison pour dîner et je suis venu, moi j'habite à la campagne à une dizaine de kilomètres de Poitiers, je suis allé le chercher à l'université, on est allés ensemble à la maison et il faisait nuit et au détour d'un champ de maïs, un chevreuil justement, d'où le chevreuil tout à l'heure est arrivé. Et alors, ça n'est pas que je n'ai pas pris la bonne ou la mauvaise décision, c'est qu'il est arrivé beaucoup trop tard pour que je prenne la moindre décision, et j'ai percuté le chevreuil. Et moi, ça m'a vraiment bouleversé, ce pauvre petit chevreuil, mourant sur le bord de la route, qui me regardait avec ses yeux, j'allais dire de biche, de chevreuil, et qui me regardait avec confiance alors que c'était moi qui venais le percuter. Bref, situation assez horrible personnellement. Et mon collègue, qui est pourtant quelqu'un de cultivé, d'éduqué, de sensible, de tout ça, n'a pas compris. Il n'a pas compris parce qu'il m'a dit, mais enfin, Jean-François, pourquoi attribues-tu autant de valeur à la vie de cet animal? Ça me paraît un peu exagéré. Eh bien, c'est pas seulement une question d'individu, de différence individuelle, c'est aussi une différence culturelle. Voilà, cette anecdote pour terminer ce cours. Le deuxième portera sur les concepts. Alors, c'est un des concepts que j'ai évoqués sans en donner une définition bien précise dans ce premier cours, donc l'éthique en particulier, mais aussi le droit, la morale et la déontologie. Voilà, donc je vous retrouve dans le cours numéro 2, tout de suite ou plus tard, selon votre organisation.